Paris, le quartier latin, ses salles de cinéma. Anna Karina, actrice et icône, revient aujourd'hui avec nous pour se pencher sur son passé, sur ce qui l'a marqué, ému, transformé au cours de sa vie d'artiste. Anna Karina est entrée dans l'histoire du cinéma. Elle est sublimée de film en film, de personnage en personnage, si différents les uns des autres. Nana, Valérie, Véronica, Odile, Natacha, Suzanne, Justine. Elle n'a pas envie de parler de vous. Toujours mystérieuse. C'est comme si Anna réincarnait, dans une succession de scènes mythiques, des pans entiers de sa vie. On finit toujours par ressembler un peu à ces rôles, quoi. Ou alors c'est les rôles qui finissent par vous ressembler, ça se peut aussi. Où est-ce que vous êtes né? Il faut que je sache la vérité. Vous êtes né où? À Alphaville. Vous mentez. Avant sa naissance, un événement va bouleverser le destin d'Anna Karina. Une jeune femme de 19 ans épouse un capitaine de bateau au long cours. Elle décide de lui rendre visite pour lui faire une surprise. Elle est enceinte d'Anna. Tirée par un traîneau de chiens, la jeune mariée s'engage sur la mer du Nord gelée. Elle fait un long périple pour retrouver son mari capitaine. Il se trouve sur son bateau immobilisé par des blocs de glace. La jeune épouse monte à bord du bateau et trouve son mari en compagnie de sa maîtresse. Elle ne lui pardonnera jamais et coupe tout lien avec lui. De retour à Copenhague, après la naissance d'Anna, elle empêchera le capitaine de voir sa fille. Anna, enfant, se retrouve sans père. Le 22 septembre 1940, Anne-Carine Beyer arrive au monde en pleine occupation allemande. Enfant de la guerre, Anna se souvient des bombardements, des incendies, des ruines, des alertes à la bombe, des courses sur les caves, l'affolement, la panique. On descendait dans les caves, il y avait le couvre-feu très souvent, bien sûr, presque tous les jours. La petite Anna trouvera refuge chez ses grands-parents. Elle recevra plein de tendresse de sa grand-mère et sera très aimée et protégée par son grand-père. Il donnera à cette petite fille cette force de caractère et son élan vers la vie. C'était un simple ouvrier, mais c'était un homme extraordinaire. Et c'est vrai que je savais que quand je suis arrivée à Paris, avec rien ne pouvait m'arriver parce que j'avais toujours mon grand-père dans ma tête et dans mon cœur. J'entendais sa voix et puis j'avais l'impression qu'il était avec moi. En 1944, à des milliers de kilomètres de Copenhague, un cinéaste italien, Roberto Rossellini, tourne clandestinement Rome, ville ouverte. Un film qui bientôt marquera la nouvelle vague et par voie de conséquence, la vie artistique d'Anna Karina. La guerre entraîne la mort, celle de Pina jouée par Anna Magnani. Et la guerre entraîne la mort à Copenhague. Anna a 4 ans quand sa grand-mère meurt. Le monde d'Anna s'effondre. Son grand-père, Docker, doit se rendre dès l'aube sur le port de Copenhague pour son travail. Il ne peut plus s'occuper de sa petite fille. Elle est obligée d'aller vivre chez sa mère, qui l'ignore. Cette mère toujours absente, indifférente, ne sachant que faire de cet enfant. Anna raconte qu'elle ne lui a jamais préparé un repas, ni même embrassé une seule fois. Anna est une enfant livrée à elle-même, mal aimée. C'est la débrouille pour se nourrir. Et là, j'étais assez fugueuse hein, quand j'étais gosse. Quand quelque chose n'allait pas, je me
caché, quoi. Je partais loin. Anna, quand elle ne fugue pas, se retrouve seule le soir chez sa mère. Elle s'évade en écoutant la radio et découvre la musique. Elle rêve à un nouveau monde, l'Amérique, les GIs, la musique venue de l'autre côté de l'Atlantique. Elle connaît par cœur des centaines de chansons. Et grâce au nouveau mari de sa mère, Benny, elle s'attache à un chanteur dont elle passe en boucle les morceaux, Louis Armstrong. Quand il était jeune, mais c'était une beauté. Et j'ai dit à mon grand-père, moi je vais me marier avec lui, Louis Armstrong. Toute petite, un avant, elle a crié un journal communiste sur le port de Copenhague. Avec les sous qu'elle gagne, elle se paye des places de cinéma et découvre Charlie Chaplin. Plus tard, à 14 ans, elle est engagée dans un grand magasin comme fille d'ascenseur. Elle ne supporte pas ce travail et ne tiendra pas plus de 3 mois. Anna aime rêver. Anna aime s'évader. Les salles de cinéma sont son refuge. Là, elle va découvrir la comédie musicale. Elle voit et revoit Chantons sous la pluie. Un film surtout la bouleverse. Une étoile est née. Elle est fascinée par Judy Garland, dont elle voit tous les films. Je connaissais toutes les chansons aussi par cœur. Et de toute façon, j'adorais tout ce qui était comédie musicale. Je dansais, je chantais tout le temps. Anna partage avec Benny sa passion pour la chanson. Et pour lui faire plaisir, Benny et sa mère emmènent Anna au concert live de Count Basie. Moi, je voulais absolument voir Count Basie. J'ai dû avoir 8-10 ans, c'est pas... Et on arrive là, et puis tout à coup, il y a l'orchestre qui joue un peu, et puis Count Basie qui s'arrête et qui est complètement dans les vapes, quoi. Et tout le monde se demandait ce qui se passait, et il y a l'animateur qui est arrivé et qui a dit « Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose en attendant qu'il revienne ?» Et j'ai crié « Moi !» Et puis j'ai chanté une petite chanson, voilà. Et justement, qui s'appelle « Je vais être comédienne », voilà. Il arrivait vers Scousp et la haine. J'imaginais pas qu'un jour, ça pouvait m'arriver, quoi, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charisse et Tim Kelly. Chorégraphie des Babface. À 17 ans, effectivement, Anna Karina ne peut pas s'imaginer qu'elle jouera dans plus de 60 films. À 17 ans, Anna Karina ne supporte plus la vie avec sa mère. Benny, le père de remplacement, est parti. Et le nouveau compagnon de sa mère la bat. À 17 ans, Anna Karina fugue une dernière fois, sans se retourner. Elle quitte définitivement le Danemark pour une nouvelle vie. J'ai toujours eu envie de partir de mon pays, d'aller ailleurs. Changer de peau, d'horizon, trouver autre chose, mais je ne sais pas trop quoi, c'est ça. Partir loin d'ici, où tout est gris, je ne sais pas où, d'ailleurs, ailleurs. Oh, il faut bien que ce soit possible un jour, la notion du bout du monde. À mon arrivée à Paris, dès que j'ai vu Paris, je me suis dit, c'est là que je fais vivre, c'est vraiment ici. Je suis tombée red dingue de Paris. Paris lui porte chance. Très vite, elle va s'en sortir. Elle découvre le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est là qu'une rencontre changera sa destinée.
J'avais 17 ans, je me suis assise en bas, là. Une dame qui s'est arrêtée m'a dit « Est-ce que tu veux faire des photos ?» Et puis moi, j'avais un peu peur et tout. Parce que mon grand-père m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler aux étrangers. Cette dame, c'est Catherine Harlé, directrice de l'agence de mannequins la plus célèbre de la capitale. Et tout à coup, on a vu une petite fille, vraiment très sale, style beatnik d'aujourd'hui, avec un vieil imperméable d'homme, des chaussures éculées, mais un regard extraordinaire qui dévorait les gens autour d'elle. Les filles qui lui montraient les gestes à faire étaient d'anciens modèles professionnels. Et elle essayait très gentiment de copier, mais elle avait ce regard grand ouvert sur quelque chose de nouveau qui faisait que la photo était très bonne. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Étonnant. Faudrait voir ça de plus près. Anna Karina enchaîne les défilés de mode et les séances de photos. Elle est de plus en plus demandée. Pas mal du tout. Elle a refusé de signer des contrats d'exclusivité avec Lanvin et Dior, voulant rester libre, espérant faire une carrière d'actrice. Catherine Harlé prend rendez-vous pour Anna Karina avec la directrice du journal Elle, Hélène Lazareff. Demain, je saurai leur couleur. Quand Anna Karina arrive pour rencontrer Hélène Lazareff, une dame est à côté d'Hélène. Elle se nomme Coco Chanel. En anglais, elle me dit « What's your name, little girl ?» Comment tu t'appelles, ma petite fille? Et je lui dis « Anne-Carine Bayer », ce qui est mon vrai nom. Elle m'a dit « Anne-Carine Bayer », elle fait « Anne-Carine Bayer ». Et elle me dit « Ah non, tu t'appelles pas Anne-Carine Bayer, tu t'appelleras Anna Karina ». Ah, je dis « Ah, mais ça sonne bien, moi j'aime bien moi ça ». C'est le grand tournant de sa vie. Anne-Carine Bayer devient Anna Karina. On lui propose maintenant de jouer dans des films publicitaires. Comme il est beau. Son image envahit les écrans. Il est doux, doux. Dans une salle obscure de cinéma, un homme observe sur l'écran Anna Karina dans une baignoire, vantant les mérites d'un savon. C'est Jean-Luc Godard. Il n'est pas comme les autres. Je ne pense qu'à elle. C'est bien ma faute. Enfin, c'est une question d'heure. Avec ces yeux-là, faudrait être aveugle pour pas la trouver. Jean-Luc Godard envoie un télégramme à Anna Karina. Il la convoque chez son producteur, Georges de Beauregard. Il y a un monsieur avec des lunettes très noires, comme ça, qu'on ne voit pas bien ses yeux. Ces lunettes teintées, ça me faisait un tout petit peu peur. Et il me dit, écoute, je vais tourner un film, ça s'appelle À bout de souffle. Et voilà, je cherche quelqu'un pour se déshabiller. C'est pas un rôle, un petit rôle. J'ai dit, non, moi, comme il avait l'air avec ses lunettes noires un peu bizarres, j'ai dit, ah non, ça je le fais pas. Je suis partie. Ça y est. Mal au cœur déjà. Je suis foutu quoi. Le coup de foot peut-être. Ridicule. Oh non, j'avais pas besoin de ça. Pourquoi moi? Je suis fou! Mais oui! Fou d'elle! Mais oui! Je ne peux pas vivre sans elle! Mais oui! Il faut fouiller la terre entière, enfin la retrouver, je la veux! Mais oui, mais On ne verra donc pas Anna Karina dans À bout de souffle, dans le petit rôle que Jean-Luc Godard lui avait proposé. Il lui suffirait de me voir pour m'avoir. Mais 8 mois plus tard, à sa grande surprise, Anna Karina reçoit un nouveau télégramme, signé une fois de plus Jean-Luc Godard. Elle retourne chez Georges de Beauregard. Il va peut-être se venger, il va peut-être me vouloir. C'est va refuser. Alors je tremble un peu et puis il me fait le tour autour de moi comme ça. Il me dit, vous avez le rôle principal féminin. Et puis venez signer votre contrat demain, si ça vous intéresse.
C'est un film politique. Le petit soldat parle de la guerre d'Algérie, d'un déserteur réfugié en Suisse, de torture et d'amour. La séance filmée où Michel Subor photographie Anna Karina est une véritable déclaration d'amour de Jean-Luc Godard pour son actrice. La manière dont il filme Anna donne l'impression que le cinéaste guette sa proie. Il la filme souvent de biais, comme s'il hésitait à lui faire face. Le tournage du Petit Soldat s'éternise. Il semblerait que Jean-Luc Godard n'arrive pas à terminer son film. C'est le tournage le plus long de toute sa carrière. Godard avait peut-être peur qu'une fois le tournage terminé, il ne verrait plus son actrice. Le dernier jour du tournage, Jean-Luc Godard se décide à lui dire qu'il l'aime. À table, avec d'autres, en face d'Anna, il lui glisse dans la main un petit bout de papier plié. Il y avait marqué « Je vous aime, rendez-vous à Genève, au Café de la Paix, à minuit ». Et là, je me suis trouvée face à quelqu'un qui était en train de lire le journal. Et puis, je sais pas, que ça m'a paru durer, c'est pas moi, 1 heure, alors que ça a dû durer, c'est pas moi, 30 secondes. Il m'a dit « Vous voilà, on y va ». Et c'est tout. On est parti. Moi, je l'ai trouvé très fascinant, beau, une espèce de force, même avec ses lunettes, parce qu'au départ, j'avais pas très bien compris cette histoire des lunettes noires tout le temps, mais quand il les enlevait, il avait ses beaux yeux en amande, c'était magnifique, et il avait une espèce de... C'était quelque chose de très magnétique, c'est pas quelque chose... T'es attiré l'un par l'autre. Anna Karina et Jean-Luc Godard quittent Genève. Ils vont s'installer ensemble à Paris. Jean-Luc Godard et Anna Karina vont découvrir la vie à deux et vivre une grande passion. Il lui conseillera la lecture de livres. Elle rencontrera ses amis et complices, la plupart liés à la revue des cahiers du cinéma. Jacques Rivette, François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Doniol-Valcroze, Jean Douché. On allait tout le temps à la cinémathèque, on avait vu tous les films, et puis moi, évidemment, j'étais la petite, alors j'écoutais ce qu'il disait, mais... Elle a soif de connaissances. Jean-Luc Godard sera son Pygmalion. L'actualité politique rattrape les deux amants. Des manifestations contre les attentats commis par l'OAS éclatent à Paris. En Algérie, réclamée un peu partout en France au cours de manifestations interdites qui ont fait couler le sang des Parisiens. Mais si Noël n'a pas ramené la paix là-bas, l'OAS y est pour quelque chose. Il arrive que la réalité soit trop complexe. Le comité de censure de l'époque va interdire la sortie de ce film. Le Petit Soldat ne sortira pas en salle. Le régime gaulliste se montre très répressif. Il n'est pas question de montrer des scènes de torture à l'écran. Le Petit Soldat est un film contre la guerre d'Algérie. Cela ne plaît pas. Jean-Luc Godard et Anna Karina reçoivent des menaces de mort. L'OAS a déjà commis plusieurs attentats. Anna Karina et Jean-Luc Godard doivent déménager pour leur sécurité. Cette période sombre rappelle à Anna les années tragiques au Danemark sous le régime nazi. Pour s'évader, Anna passe son temps au cinéma. C'était l'époque où les séances étaient permanentes. On pouvait rester pour le même ticket, de midi à minuit. Et moi, j'en profitais quand je travaillais pas.
Comme ça, j'apprenais par le même film, les mêmes gestes, les mêmes mots, etc. J'apprenais le français comme ça. Et j'ai fini par comprendre que quand Gérard Philippe disait « Bonsoir madame », ça voulait dire exactement la même chose que quand Cabin disait « Salut ma vieille ». Anna prend des cours de prononciation de français. Elle s'entraîne en attendant de trouver un nouveau rôle. À une projection privée du film « Le Petit Soldat », Michel Deville repère Anna Karina. Il lui propose de jouer un petit rôle dans son premier film, Ce soir ou jamais. C'était un petit rôle, moi j'étais contente parce qu'au moins, comme ça, j'avais encore quelque chose à jouer. C'était Marie-Josée Natt qui devait jouer le rôle principal dans le film de Michel Deville, mais elle part jouer dans le film d'Henri-Georges Clouzot, La Vérité. Du coup, Deville vient trouver Anna. Il m'a demandé si ça m'intéressait de faire le rôle de Marie-Josée Natt, c'est-à-dire le rôle principal, féminin. Et moi j'étais folle de joie, bien sûr, et j'ai dit oui. Alors Jean-Luc a dit le scénario, parce que c'était encore mineur, je ne pouvais pas encore signer des contrats. Et il a dit oh là là, tu vas pas faire ça, c'est nul, moi je te vois pas là-dedans, tu peux pas faire ça, tu saurais jamais faire ça, c'est pas possible. J'ai dit si, je veux le faire, je veux beaucoup répéter pour pouvoir le faire. Deville fait un film populaire à succès. Grâce à lui, Anna sera vue pour la première fois par des milliers et des milliers de spectateurs. Et quand Jean-Luc a vu le film, il était stupéfait parce qu'il trouvait ça vraiment formidable. Il était en train de monter un autre film, Une femme est une femme. Il avait déjà vu toutes les actrices sur la place de Paris. Et quand il a vu Ce soir ou jamais, il m'a dit « Est-ce que tu veux faire Une femme est une femme ?» Et moi, j'ai crié « Ouais !» Je ne suis pas sage, je suis très cruelle, mais aucun en orage. Parce que je suis très belle. On se demande pourquoi tout le monde... Ce film, ça m'a porté bonheur parce que j'ai eu le prix à Berlin comme la meilleure actrice. Et c'était quand même un vrai pas en avant, quoi. C'était... Là, j'ai plein de propositions après, où j'ai tourné plein de films après. Scheherazade de Gaspard Huit, De l'amour de Jean Rel, Dragée au poivre de Jacques Baratier, La ronde de Roger Vadim, She'll Have to Go de Robert Hatcher. Les films s'enchaînent pour Anna et dans un petit moment de répit, Jean-Luc et Anna se retrouvent ici, dans le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Hommage au cinéma muet, tant chéri par Anna dans son enfance. N'aie pas peur, ne crains rien de moi. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout. Ils se marient le 3 mars 1961. Laisse le temps, oublie demain. Cet amour se retranscrit dans les films qu'ils feront ensemble dans une explosion créatrice. Vivre sa vie, Bande à part, Pierrot le Fou, Alphaville. Les dialogues de Godard sont très écrits, d'une grande tenue littéraire.
il s'agit de ne rien changer, pas un mot, pas une virgule. Il faut prendre ses places, et comme souvent, tout est en mouvement. Être très précis dans ses déplacements, au même rythme que la caméra. Moteur. Voilà. Maintenant, reviens que toi, ça te donne le signal pour y aller. Jean-Luc Godard ne laisse aucune place à l'improvisation. Jean-Luc disait, il faut qu'un acteur travaille comme un ouvrier tous les jours, 8 heures par jour, et qu'il apprenne son texte devant un miroir pour voir de quoi il a l'air. Tu as déjà tué un homme, Pierrot? Je m'appelle Ferdinand. Pourquoi tu demandes ça? Parce que ça te fera un sale effet, va. Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres? Vous posez trop de questions, Monsieur Jones. Anna Karina est très différente de rôle en rôle dans les films de Jean-Luc Godard. Chaque rôle est une composition, et pourtant ça coule de source, comme si elle avait toujours été le personnage qu'elle incarne, et que Godard n'avait plus qu'à la filmer. Leurs films révèlent à chaque fois une facette de leur relation intime. L'écran, la vie. L'écran, leur vie. Forcément autobiographique. Dans cette même mesure, on l'est pas du tout non plus, ni plus ni moins. Enfin, même si je raconte ma vie, ma propre vie, avec ma femme ou n'importe quoi sur un écran, même si c'est exactement les phrases que j'ai dites. Une histoire. Compliqué. Partir en vitesse. Sortir d'un mauvais rêve. J'ai connu des gens. La politique. Une organisation. S'en aller. Du trafic d'armes. En silence. En silence. Dans Pierrot le fou, elle disparaît toujours. Il la poursuit. Tout le contraire de leur vie. C'est moi, Marianne. T'embrasser. Une histoire. Compliqué. J'ai connu des gens. Tu étais amoureuse. Se servir de mon appartement. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. J'ai un frère. Sortir d'un mauvais rêve. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Répondre. Assommer. Discussion. Garage. Pièce. Dans le midi. S'en aller. Pas d'argent. De toute façon, c'était le moment de quitter ce monde dégueulasse et pourri. Dans Vivre sa vie, il exalte sa beauté, exprime sa fascination de l'ordre du mystique et du sacré. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. La passion du cinéma, la passion tout court. La relation entre Jean-Luc et Anna est explosive. Impossibilité de se raccrocher à un fantôme toujours en mouvement. Godard n'est jamais là. Le fantôme du père absent. Le capitaine au long cours partant sur les mers gelées. Souvenir de cette absence et du manque. Le Danemark, si loin, enfoui dans sa mémoire. Elle rencontre Karl Dreyer, ce cinéaste des visages féminins et de l'amour chrétien dans une société désenchantée. Madame Karina. Karl Dreyer voudrait qu'Anna Karina incarne la Vierge Marie dans son prochain film. Anna incarne ses visages féminins et résonne au-delà de l'histoire du cinéma. Anna joue son premier rôle au théâtre, La religieuse, mise en scène par Jacques Rivette, d'après une adaptation de Jean Gruau. La religieuse, figure rebelle d'une jeune femme cloîtrée contre son gré. Je ne veux pas obéir à mes parents. Chers parents, faites-moi tout ce qu'il vous plaira, tout, excepté religieuse. Je ne veux pas l'être. Je ne le serai pas. Après La religieuse au théâtre, Anna retrouve Godard sur ses tournages. Ils tourneront plusieurs films ensemble. Made in USA marquera la fin de leur histoire.
Godard ne fera plus jamais danser le Madison à Anna comme il l'avait fait dans Bande à part. Il reste toujours quelque chose des grandes histoires d'amour. Et pour Anna et Jean-Luc, leur amour restera jamais inscrit sur la pellicule. Au cinéma, les personnages meurent, mais les films continuent de vivre. Malgré le chagrin, Anna est plus créative que jamais. Elle est entrée dans la grande famille du cinéma. Tout ce rassemblement, bien sûr, pour aller voir des films. Le premier à avoir réellement frappé l'opinion a pour titre La religieuse. Plus exactement, car on n'est jamais assez précis, Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot, sa vedette Anna Karina. Jacques Rivette adapte la pièce La religieuse pour le cinéma. Anna le porte à Cannes. Au théâtre, cette adaptation du récit de Diderot avait reçu les éloges de la presse et l'estime du public. Anna Karina a même reçu un prix d'interprétation du Masque et la Plume. Anne-Carine Beyer, la petite fugueuse danoise, a fait bien du chemin. Elle est devenue une actrice qui brille et qui maîtrise le texte classique du grand écrivain du XVIIIe siècle. Vous voulez éviter les scandales? Anna Karina se révèle être une grande tragédienne. Il y a un moyen. Je ne vous dis pas de m'ouvrir des portes. Faites seulement qu'elles soient mal gardées. Vous êtes folle. Madame, écoutez-moi. Si on refuse de me rendre ma liberté, mon désespoir sera tel que... Et là, coup de théâtre. La sortie du film est interdite. On était complètement choqués parce qu'on l'avait joué au théâtre, tout le monde l'avait trouvé ça magnifique, même émouvant et tout et tout. Et là, le film, il est interdit. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance. Le film La religieuse est censuré. Après Le Petit Soldat, encore un abus de pouvoir. Le régime gaulliste se montre plus répressif que jamais et ne respecte pas le principe de la liberté d'expression. On étudie Diderot à l'école, mais il est censuré sur les écrans de cinéma. Une aberration. Les évêques, les prêtres, ils sont évidemment trouvés que c'est un film scandaleux parce que ça parlait de la homosexualité, quoi. Diderot parle d'une mère supérieure qui tombe amoureuse d'une novice. C'est cela qui fait scandale, parler ouvertement du plaisir de la chair. Cela ne doit pas être évoqué. Un an plus tard, le film a finalement eu le droit de sortir et ça a été un grand succès. Les cris pour une libération des mœurs et des corps sont annoncés dans le scandale de La religieuse. Mai 68 n'est pas loin. Les masques tombent. Partout à travers l'Europe et en Amérique, il y a une révolte, des beatniks aux hippies, du rock'n'roll où la jeunesse se déchaîne sur une musique rythmée, des boîtes de nuit, la bohème, les blue jeans, les mini-jupes, les bikinis. Il y a bien une vieille France archaïque qui étouffe sa jeunesse. Celle-ci se prépare à sa révolte contre un système rigide. Anna Karina en sait quelque chose. Comme toutes les femmes mariées à l'époque, il lui a fallu attendre la loi de 1965 pour obtenir le droit d'avoir un chéquier. La jeunesse et une partie de la population sont sur le point d'exploser à travers toute l'Europe. Anna Karina se retrouve à Prague. Elle tourne avec le cinéaste précurseur du cinéma nouveau allemand, Volker Schlöndorff. Le film s'appelle Michael Kolas. Pendant le tournage, Anna Karina est témoin des chars russes qui viennent briser le soulèvement du peuple tchèque. De nouveau, elle est face à ce qu'elle a connu toute petite sous le régime nazi. La violence, le sang, la révolte réprimée, la révolte brisée. Quand elle rentre en France, elle est plongée dans les derniers soubresauts du mouvement de mai 68. Ici, la révolte a gardé un air de fête. Rien à voir avec la tragédie tchèque.
les mœurs sont changées. Un an plus tôt, une rencontre artistique et cruciale va une fois de plus orienter sa destinée. Serge Gainsbourg lui écrit une comédie musicale qui lui dédie en lui donnant son prénom, Anna. Comédie pop exprimant le refus du carcan puritain et la soif de liberté. Pierre Koralnik, à l'origine du projet, en fait un film inspiré et prémonitoire. Anna incarne alors cette femme éprise de liberté et d'indépendance. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Était-ce sur un archipel, sous le soleil, exactement? En tous les cas, c'était un cadeau du ciel, encore une fois, parce que moi, une comédie musicale, c'était évidemment le rêve de toujours. Enfin, j'adorais ça, quoi. J'ai tout de suite accepté, je savais même pas ce que ça racontait, mais j'étais tellement folle de joie de faire ça avec aussi Gainsbourg et Jean-Claude Brialy, et puis chanter des chansons de Gainsbourg, c'était absolument merveilleux. Les yeux ouverts, et pourtant si c'était réel. Gainsbourg, il était assez strict, hein, c'est-à-dire il était très... oh là là, il fallait pas faire une fausse note ou un truc comme ça, il était très perfectionniste. La méticulosité de Gainsbourg convient tout à fait à Anna, elle-même très perfectionniste. C'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle formidable, qui travaille énormément. Elle a travaillé beaucoup pour apprendre à chanter, pour danser. Elle a dansé pendant des heures. Et maintenant, elle sait tout faire. Est-ce que c'est l'oiseau rare? Oui, justement. D'abord, c'est un oiseau rare, d'abord sur le plan. Enfin, moi, je trouve que c'est une artiste, ce qui n'est pas tellement courant. Je ne sais pas si c'est une comédienne, c'est pas un sujet qui me préoccupe beaucoup. Je veux dire, je n'ai rien contre les comédiens, mais enfin, je crois que c'est très important d'être d'abord une artiste. Un jour comme un autre, où je reste seule avec moi. Pourquoi, Anna, Anna, restes-tu seule avec toi? Elle chante pas comme tout le monde, Anna. Ah non, elle a sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a des moyens vocaux, ce qui est très rare. Et puis, beaucoup de choses. Quoi? Spécifiques. Le sens de l'humour, ça c'est très rare. Et puis, sensualité. Alors Anna, qu'est-ce que ça vous fait comme effet de chanter? Ah ça je ne sais pas, mais je suis très contente de chanter la chanson de Gainsbourg. Vous le connaissez, Gainsbourg? Ouais, je le fréquente. Avec Gainsbourg, vraiment, on riait beaucoup. C'était que du bonheur. Il était très extraordinaire à l'époque, dans le sens que il était très élégant. Alors moi, je l'ai vraiment connu comme Monsieur Gainsbourg. Vous êtes amoureuse de lui? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais ça va pas, non? Rien, je disais ça comme ça. Faut pas vous fâcher. Simplement travailler avec un type toute la journée, ça peut donner des idées, c'est normal. Moi, je suis anormale, si c'est ça que vous voulez dire. Pas commode, hein? Je le trouve marrante. Insaisissable, Anna. Gainsbourg, l'élégant dandy au charme si dévastateur, lui écrit 14 chansons pour le film Anna. Il bouscule les codes de la chanson française. L'album est culte. Anna est reconnue comme une grande chanteuse. Ne dis rien, surtout
pas. Ne dis Rien. suis-moi. Ne dis Rien. n'aie pas Peur. ne crains Rien. de moi. Anna Karina, la petite fugueuse du Danemark, a une soif éternelle de nouveautés. Son aura lui ouvre les frontières. 1967. Alger. L'humidité, la chaleur. La guerre d'Algérie est finie depuis 4 ans. Allez, parlez, discutez, allez. Luchino Visconti tourne l'étranger. Anna a le rôle féminin principal aux côtés de Marcello Mastroianni. Une très grosse production. Visconti, l'aîné de la nouvelle vague, tant apprécié de Godard et des anciens de la bande des Cahiers. Des mois de tournage, et toujours l'humidité, la chaleur. Tourner avec Visconti annonce les grands plateaux hollywoodiens. Anna parcourt le monde, découvre de nouveaux cinéastes, des pays exotiques, des films à gros budget, à petit budget, des approches formelles différentes selon les cinéastes. Anna Karina mène une véritable vie d'aventurière. L'étranger, l'étrangère. Anna a quitté le Danemark depuis tant d'années. Elle continue sa quête de vie. Elle quitte l'Europe, direction Hollywood. Comme un miroir du destin d'Anna, l'ascension de Judy Garland. Partir de rien et monter au sommet. Son nom permet maintenant de monter le financement des films. Anna Karina est une vedette. Elle rencontre George Cukor dans les studios de la Fox. Je suis une grande admiratrice de George Cukor. J'ai vu tous ses films avec tout le monde. Et j'adore ce metteur en scène. Anna découvre un nouveau monde, aux antipodes de la nouvelle vague et encore plus fastueux que le tournage de l'étranger. Des décors gigantesques, de la grosse machinerie, des plateaux immenses et aussi de nouvelles méthodes de travail. Ce qui était génial avec George aussi, c'est qu'il adorait répéter avec les acteurs. Cukor, ce qu'il disait, c'est que quand tu te couches le soir, tu répètes ton dialogue de toutes les façons imaginables, en colère, amoureusement, avec mépris. Et tu verras que le lendemain, il te reste plein de petites choses de ça quand tu vas jouer. Elle continue à enchaîner les rôles au cinéma et au théâtre. La Chambre obscure de Tony Richardson, L'Alliance de Christian de Challonge, Rendez-vous à Bray d'André Delvaux, The Salzburg Connection de Lee Katzin. Anna Karina, comme actrice, a exploré le monde des autres et a appris, par mimétisme, imitant, interprétant, très à l'écoute des grands cinéastes qu'elle a connus. Anna, à son tour, a envie par l'écriture et la mise en scène d'explorer ce qui lui tient à cœur, à elle. Elle réalise Vivre ensemble en 1972. Évidemment, j'ai piqué un peu partout. J'ai piqué chez mes amis des sentiments, un personnage que j'ai connu, qui a un peu vécu cette histoire, bien sûr. Et des petites choses comme ça, à gauche et à droite. Anna Karina emmène sa petite équipe tourner à New York, loin des machos qui pensent qu'une femme est incapable de tenir les rênes d'un film. Seule solution pour mettre en scène, produire, écrire et jouer dans son propre film. Regardez-toi! 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 Tais-toi maintenant. Anna Karina est la première actrice française à passer de l'autre côté de la caméra. Après mai 68, la libération de la femme gagne du terrain. En éclaireuse, avant d'autres actrices, Anna donne l'exemple. Elle se jette à l'eau. Faire un film soi-même comme cinéaste. C'est une manière de fêter la décolonisation de la femme. S'affirmer comme sujet, sortir de ce carcan où la femme a été enfermée pendant des siècles. Objet de désir, on disait « sois belle et tais-toi ». Anna Karina, elle, prendra la parole.
Son film est sélectionné au Festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Il a été très bien reçu par la presse. Elle sera particulièrement émue de la lettre que François Truffaut lui envoie après avoir vu son film. Il aime le film, encourage Anna à continuer, à en faire d'autres. Il n'y a pas de bluff dans votre film, rien de vague ou de décoratif. Votre cerveau est bien clair, vous saviez ce que vous vouliez et vous l'obtenez sur l'écran. Anna Karina s'est tranchée, décidée. Elle connaît le prix de chaque choix qu'elle fait. C'est une héroïne existentialiste. Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Une fois de plus, Anna décide de changer de cap. Envie de partir loin, mais cette fois-ci pour marquer une pause, se retrouver. 10 ans après le film de Cukor, Anna retourne à Hollywood. Dans les collines de Beverly Hills, tu es venue, Anna, rendre visite à des amis dans la villa où habitait Gloria Swanson. C'est là où je t'ai rencontrée, Anna, et nous nous sommes aimés. Puis nous avons vécu sur le haut d'une autre colline, et tu t'es mise à écrire ton premier roman. Je relisais tes pages en écoutant les coyotes hurler dans la nuit, puis nous partions rouler sur Mulholland Drive pendant des heures. Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas. Si. Beaucoup plus que les gens ne le croient. Golden City, On n'achète pas le soleil jusqu'au bout du hasard. Un polar et 2 romans sur l'enfance. L'un compte les mésaventures d'un petit métis qui cherche un refuge, l'autre, la fugue de 2 adolescentes qui courent à leur perte. Écrire, un moyen d'exorciser son passé et de maîtriser son présent. Quand on écrit, il y a beaucoup de soi-même qui ressortent comme ça. Même parfois, si c'est inconscient, ça sort quand même d'une façon ou d'une autre. Écrire, pour vous, c'est la joie de jouer plusieurs personnages au lieu d'un en même temps? Ben oui, c'est formidable, justement. Bon, c'est évidemment très, très complémentaire avec mon métier de comédienne, parce que c'est vrai que quand on écrit, il faut observer, écouter, regarder les gens, s'intéresser à eux, et puis les aimer. Écrire, c'est jouer avec les mots, mais c'est aussi se battre avec la langue. Une langue apprise en chantant et en aimant. Nous sommes revenus en France. Tu m'as aidé à écrire mon film, La Sangle, et tu as joué le rôle de la chanteuse, Suzanne. Tu m'as aidé à écrire les paroles des chansons et tu as chanté. Ta beauté, tes yeux, ta bouche. Comme dirait Joe Calenoni, un de tes personnages de roman, tu dégages bébé, tu dégages grave. En 1997, Anna Karina va renouer avec le théâtre et remonter sur les planches. La pièce, après la répétition, d'Ingmar Bergman, sera jouée la première fois en France au Théâtre de la Renaissance. Anna Karina aura pour partenaires Bruno Kremer et Garance Clavel. Anna Karina apprend que Bergman a donné les droits de sa pièce à condition que ce soit elle qui joue le rôle de Rachel. Pourquoi me forces-tu à jouer un rôle qui n'a que 2 répliques? Est-ce que tu peux répondre à ça?
Est-ce que tu as une seule raison valable, à part que cela t'amuse de m'humilier devant les autres? Ça parle du théâtre, de la difficulté d'être comédien, metteur en scène, enfin ça parle que de nous et c'est pour ça que c'est un spectacle extrêmement touchant, je pense, pour les comédiens. Dans 26 ans, j'ai été la meilleure. Tu pourrais encore si tu voulais vraiment. Merci, trop aimable. Un jour, on va à Chalon-sur-Saône avec la pièce. Il y a le directeur du théâtre qui s'appelle Jean-Marc Granger qui vient me dire « Anna, écoute, j'aimerais tellement te voir chanter sur scène. » Jean-Marc Granger a une idée fixe. Il veut refaire chanter Anna. Elle est faite pour cela. J'ai toujours chanté dans plein de films et j'ai toujours adoré ça. Mais bon, de là à faire un tour de chant, c'était un rêve. Je me suis dit, j'y croyais pas trop. Il organise une rencontre avec Philippe Catherine. Les histoires d'amour. Entre eux, immédiatement, c'est l'entente, la complicité, un désir d'explorer de nouvelles pistes musicales. Et pour Philippe Catherine, le souhait de rendre hommage à travers Anna aux deux grandes figures qui l'ont tant marqué, Jean-Luc Godard et Serge Gainsbourg. Elles reviennent hanter les chemins désertés de la mémoire. Les histoires d'amour reviennent toujours comme les trains à la gare. On a été engagé pour faire une tournée. On a fait toute la France. Et ensuite, on est parti en Suisse, on est parti en Belgique, bien sûr. Encore. Et après, on a fait tous les pays de l'Est. Ensuite, on a fait le Japon. Voilà, tout ça, ça a duré beaucoup de temps. Sur des musiques de Philippe Evenot, le guitariste de la troupe, Anna écrit 2 adaptations musicales. Le vilain petit canard, joué par Philippe Catherine. Elle écrira aussi une version musicale de La Petite Sirène, jouée par Jeanne Chéral, amoureuse du prince rocker Philippe Catherine. On a fait plusieurs concerts à Tokyo, et là, extraordinaire, on regarde par le petit trou, par le rideau, là, avec Catherine, et Catherine me dit « Anna, regarde, il y a des petites filles habillées comme toi dans Pierrot le Fou. C'est ma mère qui m'a fait une copie exactement comme celle que tu portes dans Pierrot le Fou. » Souviens-toi de moi, Anne-Carine. Souviens-toi de moi, petite fille viking. Souviens-toi de moi, moi je ne peux pas vivre sans toi. Vivre sans toi. Anna, toi enfant errant après-guerre sur le port de Copenhague, tu ne gèleras plus l'hiver par un temps de misère. Tu continueras à prendre tous les trains vers de nouvelles vies, de nouveaux lendemains. Toi, faite pour être en pleine lumière, faite pour te réchauffer le cœur sous le soleil. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste